Nous allons étudier le tout début de Candide, le texte de Voltaire. Alors pour situer, Voltaire est un écrivain du XVIIIe siècle et c'est un philosophe aussi qui fait partie du mouvement des Lumières. Les Lumières, c'est un grand mouvement au XVIIIe siècle à travers l'Europe qui s'oppose à l'obscurantisme, c'est-à-dire à l'instrumentalisation de l'ignorance et aux superstitions. Voltaire va inventer le conte philosophique, un genre nouveau qui utilise les ressorts du conte à des fins philosophiques. Dans Candide, il va utiliser le genre du conte philosophique pour démonter la philosophie optimiste. Pour lui, la philosophie optimiste est très dangereuse. Il va s'opposer au philosophe Leibniz et à son disciple Wolff, avec lequel il a une controverse sur la place du mal dans le monde, notamment à propos d'un tremblement de terre qui eut lieu à Lisbonne. Pour les optimistes, la Providence organise le monde qui a été créé par Dieu, et lorsqu'il y a du mal, c'est un mal nécessaire, qui provoque toujours plus de bien par ailleurs. Voltaire résume leur thèse en disant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Voltaire estime que c'est très dangereux parce que cela nous met dans une situation de fatalisme et d'inaction face au mal. Il va donc créer un personnage qui s'appelle Candide, qui est très naïf et qui dès le début du récit est chassé de son château. Ce personnage va être obligé de découvrir le monde et il va vivre un parcours initiatique, on peut dire ça comme ça. Il va être obligé de voir la réalité en face et donc de se rendre compte que le monde n'est peut-être pas aussi parfait que le prétendent les optimistes. Alors je propose une problématique pour ce début de texte, pour bien situer le projet de Voltaire dans son ensemble. Comment Voltaire nous amène, dans ce début de récit, à remettre en cause les évidences et à exercer notre esprit critique. Pour l'annonce du plan, tout d'abord, on va voir comment dans ce texte les codes du conte sont détournés pour nous faire voir la vérité et la réalité qui transparaît. Ensuite, comment ceci a une portée beaucoup plus large, une véritable portée philosophique et donc va constituer une réponse à l'égard des optimistes. Enfin, nous verrons que tout cela met en place une intrigue qui va servir le projet de Voltaire. Et oui, dès le début, ce passage nous laisse entendre ce qui va se passer par la suite, c'est ce qu'on appelle la valeur programmatique de l'incipit. Nous allons maintenant lire ensemble le passage. Chapitre 1. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'icelui. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Sonderten-Tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser, parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin, ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car, tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Regardez bien, que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux. Aussi Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et, les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Sonderten-Tronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Dans ce passage, les codes du conte sont détournés. C'est ma première partie. C'est-à-dire qu'on va retrouver les marques du conte, mais on va retrouver aussi des éléments de réalité qui vont transparaître. Et première sous-partie, Candide est-il vraiment un héros de conte ?
Souvent, dans le conte, il y a une caractérisation assez rapide des personnages. C'est le cas de Candide, qui est défini par son nom. Candide, c'est aussi son caractère, il est simple d'esprit. Et puis, cela se voit sur sa physionomie, donc d'une certaine manière, il y a une dimension symbolique assez simple de ce personnage qui incarne la candeur. Cependant, Candide n'est pas un prince, il habite chez un baron. Dans les contes en général, on a plutôt des rois, des reines, des princes et des princesses. Et puis sinon, on peut avoir des personnes qui sont au contraire extrêmement pauvres. Mais on n'a pas les niveaux intermédiaires de la noblesse. Ici, on va se rendre compte que Candide serait le fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage. Il n'a pas été reconnu par ses parents, donc cela fait de notre Candide ce qu'on appelle un bâtard. Alors certaines personnes étaient au courant de ce secret de famille, ce sont les anciens domestiques. On peut penser qu'ils ont été congédiés puisqu'on dit que ce sont les anciens domestiques. Quel est le cadre spatio-temporel de ce conte ? Le récit commence à peu près comme un conte. On n'a pas le traditionnel « il était une fois », mais il commence avec « il y avait en Westphalie ». La Westphalie, c'est une région qui existe, une région d'Allemagne. Donc, nous ne sommes pas dans un monde imaginaire. On voit déjà des éléments de réalité qui transparaissent. Et nous sommes dans le château de Monsieur le Baron de Sondertentronckh. Alors le nom de Sondertentronckh est assez comique, puisque c'est un nom complètement inventé, bien sûr. Sonder, c'est un mot qui signifie foudre en anglais. C'est l'attribut de Jupiter, donc c'est assez orgueilleux. Et l'imitation du tonnerre avec les allitérations en T est assez ridicule. On se demande si ce n'est pas un ancêtre du baron qui a choisi ce nom pour essayer d'impressionner les autres. Deuxième sous-partie. Loin d'avoir des personnages de contes de fées, Voltaire réalise des portraits à charge. En fait, tous les portraits de ce passage sont des portraits à charge, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très flatteurs. Nous trouvons d'abord, effectivement, Monsieur le Baron, et l'on se demande pourquoi il est si puissant. Le texte nous dit que c'est parce que son château a une porte et des fenêtres. Dans un conte, lorsqu'un seigneur est puissant, c'est qu'il possède un royaume et une armée. Mais là, une porte et des fenêtres, nous pouvons nous demander si cela justifie vraiment la puissance de ce baron. Le fils du baron, en tout digne de son père, est à peine mentionné dans ce passage. Après le baron, on va parler de Madame la baronne, qui pèse environ 350 livres. Nous avons donc ici quelque chose de très mesurable, de très quantifiable, et qui est loin d'une réelle qualité humaine qui serait plutôt qualitative, non mesurable justement. Elle se contente de prendre un air digne. Nous devinons une personne laide et peu intelligente. Nous découvrons aussi, juste après, la fille Cunégonde dans le même paragraphe, comme une dépendance directe de la baronne. Alors cette Cunégonde, elle est décrite de façon assez expéditive. On dit qu'elle est haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Plusieurs adjectifs qui de plus en plus ont une connotation de nourriture. En fait, on pourrait parler par exemple d'une volaille ou d'une dinde de cette manière. Elle est donc déshumanisée. Troisième sous-partie. Au lieu d'être dans le modèle habituel du conte, où les personnages sont nobles et généreux, Voltaire réalise une satire sociale de la noblesse. Tous ces personnages vivent dans l'illusion de leur statut social. Ils veulent garder leurs privilèges. Mais en réalité, on se rend compte que cette famille est désargentée. C'est une noblesse qui est pauvre. Lorsqu'on regarde la description du château, on apprend qu'il n'y a qu'une seule porte. Normalement, un château, on devrait décrire les donjons, les douves, etc. Et là, on nous dit simplement qu'il y a une porte. En fait, le fait de nous en dire très peu sur ce château nous donne l'impression qu'il n'y a rien dedans. Notamment, on nous précise qu'il y a une grande salle et que, dans cette grande salle, on a une tapisserie. Nous nous demandons alors s'il y a vraiment autre chose à l'intérieur de cette grande salle. Est-ce que même il y aurait des meubles ? Il va ainsi y avoir une description en creux de ce château avec tous les éléments qui devraient s'y trouver et qui ne s'y retrouvent pas. Nous pouvons trouver d'autres preuves de la pauvreté du baron. Manifestement, il fait des économies sur le personnel, car il utilise ses palefreniers comme piqueurs, c'est-à-dire que les personnes qui s'occupent des chevaux sont les mêmes personnes qui s'occupent des chiens. Nous voyons aussi des économies sur la nourriture. La meute de chiens est dans le besoin. Elle doit donc être sans doute assez agressive et impressionnante, mais c'est surtout parce qu'elle n'est pas bien nourrie. Ils font donc des économies de nourriture sur les chiens, et ils en font aussi sur eux-mêmes, puisqu'on apprend plus bas qu'ils mangent du porc toute l'année, la viande la moins chère. Ils ne consomment pas de gibier, ils ne varient pas leur quotidien. Enfin, la critique de Voltaire se porte surtout sur l'absurdité de ce système de privilèges. Les titres sont très importants apparemment. Tout le monde appelle le baron Monseigneur. Peut-être qu'il exige qu'on l'appelle Monseigneur, en tout cas, cela le flatte. Ligne 7, Voltaire se moque de ces contes d'apothicaires où les degrés de noblesse se calculent en quartiers. La sœur du baron a donc refusé d'épouser un gentilhomme dont on nous dit qu'il est bon et honnête, seulement parce qu'il ne justifie pas assez son arbre généalogique. Les véritables valeurs humaines ne pèsent pas lourd face au hasard de la naissance. Comme l'écrit Beaumarchais à la même époque dans Le mariage de Figaro à propos des nobles, ils se sont donné la peine de naître, rien de plus. Transition vers la deuxième partie. Ainsi, malgré les quelques ressorts propres au conte, l'amertume de la réalité est bien perceptible à travers ce texte de Voltaire. Bien sûr, il y a une satire sociale,
Mais le regard critique participe d'un projet plus ambitieux. Voltaire tient à un propos philosophique qui passe par la critique de l'optimisme et qui pourrait se résumer ainsi. Si la philosophie consiste à questionner le monde, l'optimisme n'est pas une philosophie. Donc deuxième partie, nous allons nous attacher à montrer la portée philosophique du projet de Voltaire. Et première sous-partie, c'est à travers le personnage de Pangloss que Voltaire va parler de philosophie. En effet, ce personnage est le précepteur de Candide, il est l'autorité philosophique du château. C'est à travers lui que Voltaire va démonter la thèse des optimistes. Son nom est assez ridicule parce que Pangloss, cela pourrait signifier celui qui veut tout dire sur tout. Pan signifie tout et gloss signifie dire, parler. D'ailleurs, la glose, ce sont les commentaires qui sont mis en marge de la Bible et qui sont très critiqués par les philosophes des Lumières et avant eux par les humanistes dès le XVIe siècle. Alors le nom déjà est pédant, mais en plus, ce personnage enseigne une discipline dont le nom est complètement inventé, la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Ce terme-là a été rallongé avec des syllabes inutiles pour le rendre plus pompeux, plus complexe, plus impressionnant, et malencontreusement nous y entendons le mot nigo, ce qui le décrédibilise complètement. Ce Pangloss utilise tout le temps des superlatifs sur des choses que l'on sait maintenant être des illusions. Le château est le plus beau des châteaux, madame est la meilleure des baronnes possibles. On a vu dans les descriptions que cela n'était pas le cas. Et pourtant, ce Pangloss est écouté tel un oracle, c'est-à-dire une autorité pratiquement divine, qui va distribuer des prophéties. Deuxième sous-partie, en les étudiant de près, on va voir que les raisonnements de Pangloss sont absurdes. Ligne 24, Voltaire va montrer le raisonnement de Pangloss, il va le mettre entre guillemets sous forme de discours direct, de manière à ce que nous puissions le juger par nous-mêmes. Bien sûr, en faisant cela, il le met à distance, il n'en prend pas la responsabilité. Nous avons donc là un cas typique d'amphigorie, c'est-à-dire un discours qui se veut complexe, mais qui est parodique, parce qu'il se complaît dans des tournures obscures. On a des termes typiques du discours argumentatif. Il est démontré, des connecteurs logiques, car, par conséquent, etc. En plus, Pangloss se trompe toujours dans ses chaînes causales, puisqu'il va toujours inverser la cause et l'effet. On va avoir ainsi le nez est fait pour porter les lunettes, alors qu'évidemment ce sont plutôt les lunettes qui sont faites pour s'adapter au nez. Et petit à petit, les exemples qu'il utilise vont se rabaisser, se rapprocher de la terre finalement, puisqu'on va avoir les jambes, les choses et enfin les pierres. C'est métaphoriquement un discours qui se casse la figure. Donc on va avoir un personnage qui se targue d'être un grand théologue des hautes sphères et qui va pourtant très mal choisir ses exemples. Du coup, ses phrases sont beaucoup trop longues. Il va citer tous les éléments qui lui passent par la tête, sans faire de vrais raisonnements. Il pense d'abord aux pierres, puis au château, puis à Monseigneur et enfin au cochon. Et d'ailleurs on peut se demander quel est le lien logique qui s'établit dans sa tête pour en arriver là. Il passe comme ceci d'un thème à l'autre pour en conclusion se mettre à critiquer les autres philosophes. Les philosophes qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Avec cette attaque gratuite, il se trompe d'adversaire puisqu'il va attaquer ses confrères de la pensée optimiste. Troisième sous-partie, quel est alors le point de vue de Voltaire ? Le point de vue de Voltaire va toujours transparaître en filigrane à l'intérieur de ce texte. Il va ainsi critiquer la philosophie optimiste, indirectement par l'ironie et directement en intervenant. Le meilleur exemple d'ironie dans ce texte, c'est le mot « admirablement ». Pangloss prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. On a bien vu que justement ce raisonnement ne prouve rien du tout. Or, Candide n'a aucune réaction critique face à ce discours. Voltaire nous dit qu'il écoute tout avec la bonne foi de son âge et de son caractère. C'est donc parce qu'il est jeune qu'il ne pense pas à remettre en cause les discours de son maître. Mais on devine qu'il y parviendra justement en prenant de l'expérience. Nous sommes mis dans une situation de lucidité supérieure à celle des personnages. Enfin, Voltaire intervient lui-même à la fin du passage en disant que Candide croyait innocemment. Utilisé dans ce contexte, le verbe croire signifie bien se tromper. Voltaire vient bien affirmer par ce mot-là que Pangloss se trompe complètement. Transition vers la troisième partie. On vient de voir que Voltaire met à mal la philosophie optimiste selon laquelle tout est pour le mieux. En fait, ce projet va servir la narration de l'histoire et mettre en place une intrigue. On comprend déjà que Candide ne pourra pas rester longtemps dans cette situation d'ignorance. La quête de connaissance est le moteur de ce récit. Elle vient servir le projet de Voltaire. Donc nous allons voir en troisième partie que ce passage est l'occasion pour Voltaire de mettre en place toute l'intrigue de son ouvrage. Et première sous-partie, le titre déjà nous apprend comment l'histoire va commencer. D'abord, si on regarde le titre, on comprend que Candide va être chassé du château. S'il est chassé, c'est que les personnages qu'on nous a présentés ne sont peut-être pas si bienveillants que ça. Et on comprend que Candide n'a pas choisi de partir. Dans certains contes, le héros décide de partir pour sauver quelqu'un ou quelque chose. Ici, au contraire, Candide subit tout le temps les autres. D'abord, il est influencé par Pangloss puisqu'il l'écoute. On a ce verbe « écouter » juste avant le discours de Pangloss qui revient à la fin du texte, comme un leitmotiv qui indique que Candide est complètement passif.
Mais Candide est aussi influencé par Cunégonde. Il croit tout ce qu'il entend car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Ce n'est donc pas un raisonnement, mais une pure émotion qui lui fait trouver le discours de Pangloss tout à fait pertinent. C'est dans ce comportement que Voltaire montre les dangers de la philosophie optimiste. Si nous ne remettons pas les choses en question, nous restons ignorants et nous devenons facilement manipulables. Deuxième sous-partie. On apprend que Candide est un personnage capable de raisonner. Pour l'instant, il ne raisonne pas, mais il a tout de même un potentiel, des qualités qui sont données dès le début du passage. On le dit dès la ligne 3, il avait le jugement assez droit, c'est-à-dire qu'il a cette faculté qu'il va pouvoir exercer par la suite. Et donc, nous devinons que dans la suite du récit, forcément, il va devoir réfléchir sur ce qu'il voit. D'ailleurs, le raisonnement de Candide, lignes 29 et 30, est assez étrange. Il essaye de faire comme Pangloss en classifiant le bonheur par degrés. Le plus heureux, c'est le fils du baron. Ensuite vient mademoiselle Cunégonde. Lui-même se place dans le 3e degré du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il peut voir mademoiselle Cunégonde et écouter maître Pangloss. Sa situation de dépendance est totale et ne peut manquer de choquer le lecteur. En réalité, certains indices nous font comprendre que l'intrigue est déjà mise en place. Candide manque surtout d'expérience, il a toujours vécu dans sa province. Nous apprenons à la fin du texte que pour lui, le plus grand philosophe de la province, c'est aussi le plus grand philosophe de toute la terre. En réalité, il n'a jamais vu que sa province, il fait donc naturellement une généralité. Cependant, s'il est chassé de son château, nous savons qu'il sera obligé de voir d'autres choses, donc l'intrigue est déjà mise en place, dès le début du récit. Ce sont les différentes discordances entre ce qui est dit et l'ironie de l'auteur qui nous amènent à attendre avec impatience le moment où les illusions pourront enfin tomber. La croyance que tout est pour le mieux est disqualifiée par la dimension extrêmement satirique du texte. C'est justement cela qui constitue le moteur du récit, ce qui le fait avancer. On a donc un texte, et je vais conclure là-dessus, qui appartient au genre du conte philosophique. Nous remarquons les aspects merveilleux propres au conte. C'est le meilleur monde possible, le baron est puissant, madame est la meilleure baronne, Cunégonde est très belle. L'émerveillement, qui n'est pas remis en question d'habitude dans le conte, sera ici très fortement questionné par l'auteur, parce qu'il suit une démarche philosophique. En étant attentif au style de l'auteur et aux signes d'ironie qu'il nous laisse, nous découvrons ce qui se cache derrière les apparences. Nous sommes déjà sur le chemin de la philosophie. Nous découvrons donc un personnage qui va commencer un parcours initiatique. Par nos attentes, un certain suspense est créé, nous sommes embarqués dans ce conte et bien sûr, nous avons envie d'en lire la suite.